Salut, c'est Dwight. Désolé pour ce long moment de silence, j'ai eu besoin de temps pour me ressaisir. Même en racontant ce qui s'est passé ces dernières années, je continue à mener des opérations moi-même. Cela dit, une mission d'envergure se profile. Alors disons simplement que même si je couvre les étapes importantes, rien ne nous empêche de revenir en arrière, ou même d'y revenir 2, 3 fois. Refaire un détour par l'allée du cimetière paranormal. Bref, peu après ma première situation whisky, j'avais réussi à me forger une sacrée réputation auprès des gradés du PECSU pour ma capacité à opérer avec un soutien minimal dans des environnements hostiles. Du moins, c'est ce que m'a dit Montgomery. Quand j'ai terminé ma première année dans l'unité, j'avais plus ou moins affronté Parafor au moins une fois dans quasiment chaque secteur régional du globe, à l'exception de l'Afrique et du Pacifique. Mais ça allait changer. La dernière fois que j'étais en Asie de l'Est, je portais encore le drapeau sur l'épaule, et moi et mon peloton suffoquions dans 90% d'humidité, en pleine jungle, au centre d'entraînement au combat de Corée. Ce qui, par une coïncidence étrange, est justement là où j'allais retourner. Dossier. Renard à 9 queues. Je n'ai jamais été un grand amateur de folklore asiatique, mais une chose que j'ai comprise, c'est qu'à cause de la proximité du Japon, de la Corée et de la Chine, bon nombre de créatures surnaturelles restent dans la région et rôdent sans se soucier des frontières nationales que chaque pays a si fermement établies. Les kappas représentaient un problème récurrent dont j'avais entendu parler, une source constante de disparitions humaines qui amenait régulièrement les forces japonaises, JSDF et sud-coréennes, Air-Hawk, à se réunir. Mais l'une des entités les plus terrifiantes, celle dont on ne parle qu'à voix basse, est le démon qui cherche à atteindre l'immortalité. En japonais, vous la connaissez peut-être sous le nom de Kitsune, mais en coréen, c'est Kumiho. Ce qu'on m'a envoyé avant mon départ pour la péninsule, c'était rempli d'iconographie millénaire et très peu d'informations récentes. J'allais bientôt comprendre pourquoi, mais je n'allais pas faire ça seul. En raison de la proximité de la créature avec la DMZ, le déploiement d'une unité plus large aurait inutilement exacerbé les tensions avec la Corée du Nord. Donc le PECSU devait envoyer des opérateurs en solo. Mon binôme pour cette mission s'appelait Jae-Yeon Kim, spécialiste de la survie et de l'évasion, membre du très mystérieux 707e groupe spécial de mission sud-coréen, une unité dédiée aux opérations clandestines, connue uniquement pour ses missions à haut risque. Son 150 débordait de codes et de jargons propres aux opérations spéciales, validés par des dizaines de pages d'opérations précédentes censurées. Et apparemment, j'avais tellement bien travaillé que ce vieux fantôme de l'infanterie légère que je suis avait été jugé à la hauteur. On allait vite voir si c'était vraiment le cas. Tu sais ce que je déteste dans l'avion? Les turbulences. Tu sais ce qui est pire que les turbulences? Les supporters à 10 000 mètres d'altitude au-dessus de l'océan le plus profond du monde. Je vais pas te jouer le type impassible. Il y a une raison pour laquelle je n'ai jamais foutu les pieds dans une école de parachutisme. Le vol, malgré l'attente interminable, avait un petit goût de nostalgie. J'étais sur l'un de ces avions géants à plusieurs centaines de sièges, le genre à 2 étages, avec des écrans sur chaque dossier. Le problème, c'est que j'étais en classe éco. Ouais. Même quand tu es sous contrat pour des opérations anti-cryptides, le gouvernement doit quand même gratter des économies quelque part. Je repensais à la galère dans laquelle on s'était retrouvés. On raclait le fond du budget, il y avait des munitions en pagaille, mais le soutien logistique se faisait rare. Pourquoi? Eh bien, j'y reviendrai plus tard. Pour l'instant, je me contentais de m'adosser, appréciant l'ambiance des turbines tournant à max 700 chevaux pendant que je prenais conscience de mon environnement. Une brume sombre baignant la cabine, de légères secousses toutes les 2 à 5 minutes, et des yeux dehors, derrière mon hublot. J'ouvris ma bouteille de « Attends, non ». Mon regard se figea sur la vitre à ma droite. Mon propre visage me fixait, mais les iris rouge sang étaient dévorantes. Mon sourire semblait grimper de plus en plus sur mes joues. Ma peau s'étirait et se déchirait. Ma respiration se bloquait un instant, incapable de réagir. Glacé de peur, je sursautais sur mon siège. Et puis je me réveillais. Tu connais cette demi-seconde de panique mortelle, comme si tu tombais dans le vide?
Tu la ressens surtout en avion à cause de la pression et de la désorientation due au virage. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti en ouvrant les yeux. En regardant autour de moi, tout semblait normal. Je soulevais le cache du hublot. Rien. Juste des nuages, de la pluie et une aile luisante. Je m'excusais pour aller aux toilettes. Ce qui, pour un Américain d'1,88 m dans un avion prévu pour des gens qui font en moyenne 30 cm de moins, tu peux imaginer le confort. Une éclaboussure d'eau froide sur le visage m'a ramené à la réalité pendant que je regardais dans le miroir. J'étais sûrement tellement stressé que j'avais pété un vaisseau dans l'œil. Putain, un stress en moins, un autre en plus. J'ai atterri à Séoul quelques heures plus tard. Je suppose que le seul point positif de ce cauchemar éveillé, c'est qu'il m'avait permis de tuer le temps. Même si je vais pas mentir, cette réalité ressentie était bien trop vive, mais je pouvais pas y penser maintenant. Je l'ai compartimentée tout au fond de ma tête et j'ai avalé la clé. En allant vers les arrivées, je suis tombé sur Jay. Il était plutôt petit, peut-être 1,70 m, coupe militaire bien nette, veste noire, pantalon camo digital brun et gris. « Vous êtes Nolan » m'a-t-il dit en me serrant la main et en attrapant ma mallette d'armes sans effort. « Appelle-moi Dwight » ai-je répondu. Il a semblé rire du contraste. Son attitude de militaire actif, hyper formelle, face à moi en jean et vieille veste en cuir avec un écusson du drapeau de Chicago cousu dessus. « Alors appelle-moi Jay » a-t-il lancé. On est monté dans un Tao tout neuf et on a pris la route. Mon regard se perdant dans les autoroutes en spirale et les rues de Séoul, que je n'avais que très peu vues entre deux stages ou missions d'entraînement. Jay m'a sorti de ma nostalgie. « Alors, vous avez été briefé sur notre ennemi ?» Lequel? La créature mythique ou ceux au nord du 38e parallèle? Mon sarcasme a suffi à briser la glace professionnelle entre nous. Jay m'a tendu un dossier que j'ai ouvert. Ce qui m'a sauté aux yeux n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. C'était une sorte de plage rocheuse, avec une photo centrée sur une pierre creuse fendue en deux. C'est quoi ça? C'est la pierre tueuse. Elle est nichée dans les montagnes volcaniques du Japon. Un mâle ancien y avait été piégé, le kitsune japonais. On l'avait placée dans un lieu inhospitalier, scellé pendant un millénaire, et elle s'est brisée tout récemment. Expliqua-t-il. Je haussai un sourcil. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de ça il y a quelques années, mais j'étais encore perplexe. Ce truc venait de l'autre côté de la mer, tout droit du Japon. Qu'est-ce que ça foutait ici, en Corée du Sud? Elle a décidé de changer de paysage. Il tendit la main et retourna la photo pour en révéler une autre, datée de quelques semaines à peine. C'était un vieux chaudron en métal ancien, orné de gravures d'une époque depuis longtemps enterrée et effacée. Le couvercle avait été soudé, brûlé fermé, puis fendu net, littéralement en deux, à tel point que je pouvais voir le fer de presque 2 cm d'épaisseur coupé net en son centre. « Ce n'est pas la seule à avoir échappé à la garde spirituelle » murmura Jay. Les deux se sont libérés dans le même laps de temps. Ça peut pas être une coïncidence, dis-je en secouant la tête. Mon esprit repartit vers le Minnesota, vers certaines opérations classifiées sur la côte Est, à l'étranger, des interventions extérieures ayant pour but de libérer un mal vieux de plusieurs millénaires. C'était un danger réel et bien présent. Jay, lui, n'avait pas l'air de vouloir trop s'y attarder. Peut-être. Les sceaux sont anciens, et ceux qui les ont bénis nous ont quittés depuis longtemps. Peu importe la cause, on doit la stopper avant qu'elle n'en emporte d'autres. Elle? Fis-je, un sourcil levé. Oui, dès la première semaine, on a recensé 2 douzaines de victimes. Récoltées, dit-il, prenant la sortie vers notre destination. Je jetai un œil à la date de l'évasion de la Kumio et demandai « Combien aujourd'hui ?» Des centaines. On a fait 1 millier d'arrêts. L'air était glacial, la pluie tombait drue, mais on n'était pas pressé d'arriver. Jay avait ses raisons, des morgues en béton, des commissariats de police paumés sur des routes secondaires. À chaque fois qu'on arrivait, 3 cadavres ou plus nous attendaient. Ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac, leurs visages figés dans la terreur, la peau vidée de toute vie au point d'être noire comme la cendre, et leur cage thoracique, littéralement arrachée.
Je repensais à ça pendant qu'on s'arrêtait devant une annexe de la police militaire sud-coréenne. Les observants refermaient lentement le sac mortuaire, les bruits de la pluie battante résonnant sous la grande porte ouverte du hangar. Je croyais que ces créatures étaient des farceuses, dis-je, en pensant à la brutalité directe avec laquelle elle avait massacré les gens, semant la mort sur son passage. Les yeux de Jay étaient fixés sur le sac mortuaire qu'on glissait dans un cercueil en zinc. Les kitsune, oui, mais les kumiho sont quelque chose de totalement différent. Nous poursuivons la mort incarnée. Nolan. Peu après, on est arrivé dans un village au nord de Séoul. Le bruit et la pollution de l'immense centre urbain coréen s'évanouissaient peu à peu derrière nous, remplacés par des forêts verdoyantes, des collines, le murmure du vent et le chant des arbres. Les environs étaient légèrement vallonnés, de vieilles routes avaient été fraîchement goudronnées, et les bâtiments étaient un mélange de toits en ardoise d'époque et de maisons modernes en béton et verre, entremêlées. Deux époques coexistaient sur l'un des sols les plus anciens du Pacifique, un peu comme le face-à-face qui nous attendait. La comparaison me rongeait l'esprit. Jay portait à la hanche un étui qui allait parfaitement avec sa tenue à mi-chemin entre militaire et civil ultra discret, tandis que je gardais mon 9 mm bien au chaud dans ma veste. Je le laissais prendre la tête alors qu'il me guidait à travers les ruelles. Il y a 1000 ans, les hommes et les femmes qui ont enfermé la Kumiho vivaient ici, au cœur de cette vallée. Et aujourd'hui, elle a traversé 130 km dans une marche de la mort pour moissonner leurs descendants. Dit Jay. Il s'arrêta à une intersection en T, pointant du doigt un toit juste devant nous. Le toit incliné, recouvert de tuiles traditionnelles, était visiblement éventré. Des pans entiers étaient brisés, d'autres profondément lacérés. Or, la terre cuite, le matériau dont ces tuiles sont faites, ce n'est pas exactement ce qu'il y a de plus fragile. Les anciens savaient ce qu'ils faisaient pour se protéger de la pluie, de la grêle, des époques brutales. Alors voir ce genre de destruction m'envoya un frisson dans la colonne. Jay en montra un autre, puis un autre encore. Même un bâtiment moderne, le béton fissuré, et les vitres en verre armé complètement opaques à cause des craquelures. C'était un territoire ennemi, je pouvais le sentir. Tous ces gens vivaient sur un sol contesté par quelque chose de pratiquement incompréhensible. Alors, c'est ici le lieu d'origine ? Demandai-je. Oui, et aussi chez moi, répondit Jay, comme si un poids venait soudain d'écraser toute la gravité de la situation. Je le vis inspecter chaque centimètre de sol d'un regard perçant. Nous étions leur dernier, leur meilleur espoir. Une seule créature a fait tout ça ? dis-je. Jay secoua la tête, ses yeux me transperçant comme des lames. Ce n'est pas une créature. Son pouvoir est absolu, et elle est plus vieille que les premières pierres de cette planète. Il me fit signe de le suivre, contournant une des maisons, et là, je la vis, des marques de griffes, d'empreintes, de mains. Quelque chose entre la bête terrifiante et l'imitation grotesque d'un être humain. Les traces étaient embrûlées dans l'argile, les tuiles, la pierre. La chose avait escaladé la façade avec l'efficacité et la cruauté d'un chasseur parfait. Plus elle reste libre, plus la terre saigne, Nolan. Dwight, dit Jay, se reprenant. On va y arriver, lui assurai-je, avec autant de certitude que deux types seuls face à une abomination orientale d'un autre âge pouvaient en avoir. Il esquissa un léger sourire, interrompu aussitôt par un hurlement au loin. Fini la fierté. Tout notre sang s'était glacé d'un coup. Sur moi, ordonna Jay, la main déjà sur son étui, alors qu'on partait au pas de course. Je le savais, putain, je le savais. Quand j'ai dit territoire ennemi, c'est exactement ce que je voulais dire. Je ressentais une nausée d'avoir eu raison dans ma paranoïa en le suivant. Les cris continuaient. D'abord une femme. On entendait chaque centimètre de son diaphragme crier de terreur. Puis des enfants, en pleurs. On atteignit le sommet d'une colline, tournant au coin d'une rue. Un groupe de gens fuyait une maison à 2 étages. Une femme s'effondrait dans les bras de son mari. Jay prit les devants, s'agenouilla près d'eux pendant que je faisais le guet. Était-elle ici? Si oui, il fallait retourner à la bagnole, charger et se préparer à crever. Mais, est-ce qu'elle savait déjà? À quel point cette chose avait-elle de la prescience? Je réfléchissais trop. Je balayais les toits du regard, voyais des gens jeter des coups d'œil depuis les ruelles.
Nous espionnait-il ou était-il juste curieux? Était-ce l'un d'eux? La Kumio était censée pouvoir prendre l'apparence de n'importe qui, surtout de ses victimes. Je restais debout près de Jay et du couple, la main sur mon arme, scrutant les alentours. L'anxiété transparaissait dans chacun de mes gestes. Je me sentais traqué. Ce picotement brûlant, je le connaissais trop bien. J'avais déjà fait cette danse trop de fois pour les compter. Elle nous regardait. Elle voulait voir comment on réagirait. Jay réconforta la femme, puis se releva d'un bond, dégainant son arme d'un geste sec. Je fis de même, sans réfléchir. « Qu'est-ce qu'on a ?» demandai-je, les yeux braqués sur la maison avec lui, tandis qu'il haletait, canon pointé sur la porte. Elle a dit qu'elle est à l'intérieur. Son père a essayé de sauver l'enfant à l'étage. Mon regard se figea sur lui quand il mentionna un gosse à l'intérieur. Et l'enfant, je connaissais déjà la réponse au fond de moi. Je ne voulais pas, mais je devais en avoir le cœur net. Il m'ignora un instant, se positionnant devant la porte en murmurant « Ce sont déjà des mets de choix. » On pénétra tous les deux dans la maison, pistolet en main, avançant dans le salon. J'activai la lampe montée sur mon arme. Jay fit de même. L'intérieur était sombre, les stores fermés, et le Pucker Factor monta d'un cran. Cette sensation que ça pouvait être n'importe où. Des yeux dorés fixant les nôtres, attendant qu'on entre pour frapper. Nettoyer une pièce avec juste des pistolets? Pas idéal. Jay cria dans sa langue natale, montant en tête par les escaliers. Je suivis. En haut, 2 portes, une à gauche, une à droite. On se sépara. Jay prit à gauche, moi à droite. Je tirai court. La chambre de l'enfant. Je sentis la moquette et les jouets au sol sous mes bottes basses, alors que je balayais la pièce du faisceau de ma lampe. Mon cône de lumière fouilla les coins, la porte du placard. Puis, le lit. Une petite silhouette reposait sur le lit, à moitié couverte par une couverture déchirée, alors que la lumière entrait par la fenêtre juste à côté. Du verre brisé jonchait le sol autour. Les lamelles du volet étaient soit arrachées, soit pendantes. Ma main tremblait sous l'effet de l'adrénaline et de l'anticipation pendant que je balayais le lit du regard. Le corps sans vie d'un adulte effondré dessus. Trop de zones mortes dans la pièce. Le placard n'était pas sécurisé. Je ne savais pas si l'un des deux respirait ou si... « Jay !» Il surgit immédiatement après avoir sécurisé la chambre des parents, se plaça derrière moi et s'arrêta net. Je l'entendis retenir un hoquet. « Non !» murmura-t-il. Ma main libre désigna l'autre côté de la pièce. Plassard. Il garda la pièce sous surveillance pendant que je m'approchais et ouvrais d'un coup la porte. Le placard était vide. Quand je me retournai, il était déjà près du lit. Le corps de l'adulte fut tiré en arrière. C'était le grand-père, celui qui était monté avec un grand couteau pour défendre son petit-fils. Le couteau, lui, était encore planté dans la cavité béante qui remplaçait sa poitrine, là où il avait littéralement été utilisé pour s'arracher le cœur. Ses yeux étaient dépourvus de toute couleur, les iris complètement effacés. Jay me le fit remarquer avec une grimace. Je traduis grossièrement, mais ce qu'il dit fut « Son Yongon, son âme, elle est partie. » Le pire, c'était l'enfant. Sa peau était d'un gris si sombre qu'elle frôlait le noir absolu. Des lignes fendues l'ouvraient, comme s'il se désagrégeait. Le pauvre gosse, les yeux grands ouverts de terreur, regardait encore vers le haut. Son cœur, lui aussi, avait été prélevé exactement de la même manière. Jay serra la couverture du lit entre ses doigts, les traits déformés par la colère. Je fermai les yeux du garçon et prononçai une brève prière avant qu'on ne quitte la pièce. Si cette chose avait l'audace de faire ça en plein jour, on déchargea notre matériel dans une maison près de la lisière ouest du village, que j'appris être celle de Jay. Je compris quand on entra avec des sacs de sport et des caisses d'armes, et qu'il les laissa tomber pour prendre dans ses bras 2 petites filles qui lui coururent dessus. Sa femme vint l'accueillir peu après, suivie de son grand-père. « Voici mon ami, Dwight. » On s'installa, et Jay s'assura qu'on ait l'une des chambres de l'étage pour installer ce qu'il appelait le poste de surveillance. J'ouvris ma caisse et préparai mes armes. Un M4 Benelli, fusil semi-automatique italien. Mon fusil
MK-18 était là aussi, accompagné d'un dispositif de vision nocturne à double tube. Alors que je vérifiais tout mon arsenal létal, j'entendis Jay m'interpeller de l'autre côté de la pièce. « T'as une famille, toi ?» Je secouai la tête. « Non, jamais posé mes valises. »« Tu ferais un bon père, tu sais ?» lâcha-t-il avec un sourire en préparant lui aussi son arme. Un SR-16, un fusil de type AR/M4 récent, courant dans les forces spéciales. Il continua son analyse éclairée de ma carcasse carbonisée. « Je le vois dans tes yeux, tu cherches enfin à ralentir. Mais ton cœur n'a pas encore trouvé sa place. » T'es sûr que c'est pas juste la caféine? Je dois quand même te prévenir, frère, dit Jay en vérifiant son gilet et sa ceinture tactique. La Kumio arrache les cœurs. Et avec eux, les âmes des gens, pour atteindre l'immortalité. Chaque vie dévorée, chaque souvenir assimilé, chaque chanson réduite au silence, est un pas de plus. Je repensais à tout ça en regardant le dossier posé sur le bureau de la chambre. Les photos, les informations, les légendes, puis les mots de Jay. Des centaines, déjà consommées. Et si elle n'avait pas déjà atteint l'immortalité, alors combien lui en faudrait-il encore? Alors, ça allait être une sacrée plaie à abattre. Eh bien, dis-je, mon fusil à pompe calibre 12 en main. Heureusement qu'on est venu avec une puissance de feu supérieure. Notre dernier moment de répit arriva quand je fus invité à dîner avec la famille de Jay, autour de la table. Son père siégeait en bout, avec Jay et sa femme à ses côtés, leurs enfants assis près de leur mère. On me demanda de m'installer à l'autre bout, en tant qu'invité, de leur foyer. On me servit du japchae, et sa femme me dit que cela guérissait l'âme avant une confrontation. Honnêtement, je crois que je vais aller plus souvent dans des grilles coréens. Ça m'a touché d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis 2 siècles au moins. Mon engloutissement très américanisé de leur cuisine fut interrompu par le père de Jay. « Vous êtes dans l'armée américaine ?» « Je l'étais, monsieur, » répondis-je, en retrouvant un ton respectueux qui fit rire Jay et sa femme. Les yeux du vieil homme étaient comme du granit poli, accueillants, mais avec une barrière de confiance stoïque derrière eux. « Une fois soldat, toujours soldat », dit Jay entre 2 bouchées, ce qui lui valut un coup sur le bras et une réprimande de sa femme, pour avoir parlé la bouche pleine. Une fois que tout le village se fut calmé pour la nuit, chacun restant chez soi, même en ce week-end comme sous un couvre-feu implicite, on se mit au travail. Je passai mon gilet pare-balles par-dessus ma veste, mon fusil en bandoulière dans le dos, mon fusil à pompe prêt à servir. Je baissai ma vision nocturne, et le village rural plongé dans l'ombre se retrouva inondé de bleus et de blancs, révélant chaque recoin, dissipant chaque ombre. Avec la lumière naturelle de la lune en renfort, on était opérationnel. Je sortis dans les rues assombries. Les marches en bois craquaient à chacun de mes pas, et je sentais mes bottes heurter les pavés de la route. Toute la zone était déserte, alors que je balayais l'environnement. Un sentiment perçant d'un contact imminent me saisissait. « Contrôle radio !» entendis-je dans le casque la voix de Jay. Ma main libre quitta le fusil pour appuyer sur le bouton de transmission. Ici, Novembre 1er, 5 sur 5. Le silence revint dans mon casque, alors que je continuais d'observer. Le seul bruit audible, c'était mon équipement frottant contre ma veste, et les petits cailloux sous mes semelles. Même la petite rivière à proximité s'était tue. Tous les grillons, tous les oiseaux entendus 1 heure plus tôt, disparus. « Je suis en place », annonça Jay, depuis son poste de surveillance à l'étage supérieur de sa maison. J'avalais difficilement ma salive, poursuivant l'inspection de mes environs, longeant les murs des bâtiments, alors que je me faufilais dans l'obscurité. « C'est trop silencieux dehors », murmurai-je dans le micro. Un instant plus tard, il répondit à voix basse. « Alors elle est là. Prépare-toi. » Soudain, un claquement sec, un fracas au loin. Je pivotais à 145 degrés vers le sud-est. Je me mis aussitôt à courir, canon du fusil en avant, naviguant entre les ruelles étroites, les chemins serrés entre routes et bâtiments. Je crois l'avoir vu. Tu vas bientôt tomber dessus. » m'envoya Jay à travers l'oreillette.
Le craquement de l'herbe sous mes bottes s'intensifia alors que je tournais au coin d'un bâtiment pour ne rien voir du tout. Juste une grosse tuile qui oscillait encore au sol, entourée de fragments d'argile. Je balayai la zone, puis levai les yeux. November 1st? Ma respiration était saccadée alors que je regardais autour de moi. Rien. Et toi, tu vois quelque chose? Négatif. Le silence s'installa. Mon sang se glaça. T'es là? Demandai-je à nouveau. Je me retournai. Les arbres sombres entourant la ville semblaient plus impénétrables que d'habitude. Même ma vision nocturne n'y voyait rien. Je reculai légèrement. Une sensation de piqûre, celle d'être observé. Je scrutais les alentours. Puis, un pressentiment me fit pivoter brutalement. Au sommet d'un toit, une paire d'yeux dorés, perçants, me fixait. Elle m'évaluait. Ma mâchoire se contracta et je levai mon arme. Un hurlement déchirant, venant de ma gauche, à 9 heures, détourna mon attention. Rien. Je revisais. Disparu. Elle jouait avec moi. Elle m'avait exposé, à découvert, pour jauger mon temps de réaction. Sachant que l'affrontement était inévitable, je passai à mon fusil d'assaut, rangeant mon calibre 12 dans le dos. Je voulais éviter de faire sauter une maison, ou pire, des civils à l'intérieur. Presque aussitôt, j'entendis le craquement de tuiles devant moi. Je mis en joue, le laser monté sur mon fusil, me permettant de viser sous vision nocturne. Elle se dirigeait vers le centre du village. Je la suivis, son ombre bondissant de toit en toit, à une vitesse inhumaine. Un simple éclair à peine visible. Pendant tout ce temps, j'essayais de la prendre en ligne de mire. Impossible. Je tournais à l'angle d'un bâtiment pour retomber sur une route principale. Et là, je stoppais net. Un gamin me faisait face. Mes bottes raclèrent le sol. Je tendis la main. Tranquille, tranquille, dis-je pour le calmer. Je ne parlais pas coréen, et Jay était injoignable. Il faut que tu rentres chez toi, indiquai-je en pointant les maisons autour de nous, mes yeux continuant de scanner les environs. J'aurais dû comprendre que quelque chose clochait. Le gamin ne broncha même pas en voyant un Américain armé jusqu'aux dents. Je pensais que c'était culturel. Je me retournais, fusil prêt, puis je me retournais à nouveau. Gamin, faut que tu... Le sourire de cette chose s'étirait au point que la chair aurait dû se déchirer. Ses yeux grands ouverts transpercèrent mon âme. Je ne l'avais pas remarqué tout de suite, trop occupé à couvrir les autres zones, mais c'était l'enfant qu'on avait trouvé dans la chambre à l'étage. Mon arme se braqua aussitôt sur la créature, qui se tenait là, portant le visage du défunt. Le point laser tremblait légèrement alors que je reculais, refusant de détourner le regard. Et soudain, une rafale de tirs à l'ouest me détourna l'attention. C'était l'arme de Jay. Puis à travers une transmission radio hachée, November 1st, Alamo, Alamo, Alamo. Alamo, un code utilisé par les unités PEXU pour signaler qu'un lieu sécurisé venait d'être infiltré par une force ennemie. Sa maison. Mes yeux se rabattirent sur la chose. Disparue. Juste une série de griffes bestiales, brûlées dans l'asphalte. Putain de merde. Je fonçais vers la maison. Des tuiles du toit tombaient alors que la fenêtre à l'étage venait d'être fracturée. Je criais « Jay !» Pas de réponse. Mon arme levée, j'entrais d'un coup. Nettoyer une maison en solo, c'est l'enfer. Et c'est presque toujours une condamnation à mort. Mais là, pas le choix. « Ami qui entre !» criai-je. C'était notre mot de passe en mouvement, pour éviter tout tir fratricide. Le salon était vide, à l'exception d'une silhouette recroquevillée dans un coin. La femme de Jay. « Hannah !» appelai-je en m'approchant, alors qu'elle serrait ses jambes dans ses bras. Je tendis la main vers elle, mais elle me fixait avec terreur. « Hannah, c'est moi !» Elle recula légèrement, tremblante. « Il avait ton visage. » Je me figeai. Tout le vacarme à l'étage s'était éteint. Je levai mon arme en direction des escaliers. November 1er à kilo 9, statut ? Jay ne répondit pas. « Hannah, est-ce que tu as un endroit où te cacher ?» demandai-je, mais je n'eus pour toute réponse que des sanglots hystériques. « Super, parfait. » Je m'approchai d'elle, lui pris la main pour l'aider à se relever.
Et là, le bruit d'une porte latérale qui s'ouvrait me fit immédiatement dégainer mon arme de poing, la braquant vers « Jay !» Dwight! cria-t-il, son fusil levé vers moi. Je fis de même, arme pointée. C'est moi, Jay. Je voyais qu'il avait besoin d'en être sûr. Il me fixait à travers sa vision nocturne, pendant que mon pistolet était toujours braqué sur lui. Montre-moi tes yeux. Je relevai ma vision nocturne. Il fit de même. Ses yeux étaient normaux. Alors que je remettais mon arme dans son holster, je vis son visage se décomposer. Il venait de voir qui se trouvait derrière moi. Dwight, Hannah est actuellement dans la chambre avec notre fils. Hurla-t-il. Ma gorge se serra alors que je me tournai, pour tomber nez à nez avec une paire d'yeux dorés, un rictus sinistre exposant plusieurs rangées de dents pointues et une odeur écœurante de mort, mêlée à la lavande. Aussitôt, sa main se détacha de la mienne, lacérant mes gants au passage et me faisant grimacer de douleur alors que je reculais, déséquilibré. Hannah poussa un hurlement inhumain, tordant l'esprit, faisant monter les larmes aux yeux alors que je saisis mon fusil. J'ouvris le feu en rafale, le silencieux claquant à chaque coup. Elle bondit en avant, me frappa violemment. Malgré sa petite taille d'à peine 1,20 m sous cette forme, elle me projeta jusqu'au seuil d'entrée. Ma tête heurta le mur dans un choc brutal, me sonnant, alors que je voyais Jay mettre en joue et tirer. La chose commença à se transformer. La peau et le visage fondant dans une spirale étrange, avant de tomber à 4 pattes, une chair sombre, des yeux dorés, et 9 queues battant derrière elle. Elle traversa une des fenêtres fermées, explosant les vitres, puis grimpa le long du mur extérieur. Je baissai les yeux vers ma poitrine. Un seul coup avait presque entièrement perforé l'une de mes plaques balistiques. Céramique et polyéthylène broyés s'échappèrent de la fente, comme une poussière blanche, et la frappe avait enfoncé profondément le corps de mon fusil. Putain de merde. Ouais, voilà comment j'ai perdu mon premier MK-18. Et ouais, ça m'énerve encore aujourd'hui. Je laissai tomber l'arme inutilisable au sol, ramassai mon fusil à pompe, vérifiai la chambre. T'es cassé? Hurla Jay. Je secouai la tête. Non, toujours debout. Un fracas retentit à l'étage, suivi du cri de son fils. Jay rugit de rage et monta en trombe. Je le suivis. Ce qui se produisit ensuite se déroula en quelques secondes, mais m'a paru durer une éternité. Je ne sais pas si c'est à cause de l'adrénaline ou simplement parce qu'on était trop proche d'elle. Jay entra le premier, fusil levé. La chose se tenait au-dessus de son fils, recroquevillé sous son lit. La Kumiho se dressait au-dessus, une main en train de soulever le lit, avant de le relâcher en nous voyant approcher. Toute l'obscurité et la lumière ambiante semblaient se fondre en elle, comme si elle était à la fois partout et nulle part. Avec mes chevrotines, je ne pouvais pas tirer sans risquer de toucher Jay. Il tira le premier, atteignant son sternum et la faisant bondir en avant. Ses griffes transpercèrent profondément la plaque frontale de son gilet. Il lutta. Je le vis grimacer sous sa vision nocturne, tentant de la repousser alors que son fusil était coincé entre eux. Je devais agir. Je plaçai directement le canon de mon arme contre son crâne velu, déformé, et j'appuyai sur la détente. Une petite onde de choc accompagna la détonation contenue, et la chevrotine percuta sa chair corrompue, projetant un sang argenté dans les airs, tandis que son hurlement me donna la nausée. D'un coup de sa main droite, elle arracha un des tubes de ma vision nocturne et me lacéra le côté droit du visage. Aucune alerte, aucun son de chair déchirée. Juste un seul souffle, et la moitié de mon visage s'ouvrit comme une fermeture éclair. Je crois que je viens de gagner une nouvelle cicatrice. Mon propre sang m'aveuglait, je toussais en tombant sur le cul. Tout le côté de mon visage brûlait, comme en flammes. C'est le genre de douleur qu'on ne peut comprendre qu'en la vivant. Franchement, je ne souhaite pas ça à grand monde. À certains, peut-être, mais pas tous. Même en titubant sous l'impact, j'écrasai la détente, remplissant la bête de plomb. Mes tirs la forcèrent à lâcher Jay, qui chuta en arrière contre une commode. Mon gant s'imbiba de sang alors que j'essuyais mes yeux. Puis j'aperçus ce qui se passait ensuite. Depuis les ombres, un couteau d'argent se planta dans le dos de la Kumiho. Mes yeux suivirent, jusqu'à voir le père de Jay,
qui faisait tourner la lame dans la chair. Quelle que soit la matière de ce couteau, elle la faisait souffrir. Et sérieusement, la zone autour du métal se mit à siffler, de la vapeur et des flammes jaillissant de la blessure. Et je la vis aussi se baisser, trancher en arrière, éventrant l'estomac du vieil homme dans un bruit atroce de chair hachée et de viscères s'écroulant au sol, alors qu'il ne laissa échapper qu'un seul soupir de douleur. Jay hurla de rage et vida son chargeur, des rafales de balles déchirant la créature en morceaux. Sa chair noire fondait le sol, alors que des morceaux tombaient. À ce moment-là, je me relevai sur un genou, essuyant le sang qui s'était incrusté sur mon visage, et pris en joue avec mon arme de poing. Un spectacle lumineux de flash hier dans mon tube encore fonctionnel, et de l'autre œil dans l'obscurité. Les claquements de mes 9 mm se mêlèrent aux 5,56 de Jay, pendant que nous la découpions lentement. Et bientôt, ses yeux dorés fixèrent une dernière fois mon âme, pendant qu'elle fondait en une flaque d'horreur, de haine et de matière infâme, rongeant le plancher. L'adrénaline retomba d'un coup, et l'humidité glaciale de l'extérieur nous transperça jusqu'aux os. Je laissai échapper un grognement tremblant, en observant les restes de la créature. Elle est loin, l'immortalité. Anna monta en courant les escaliers, attrapant son fils et l'enlaçant en pleurant. Jay la rejoignit. Moi, je titubais vers le vieil homme, levant mes nodes ravagées alors que nos regards se croisèrent. Il avait ce genre de petit rire étrange dans la voix, en voyant mon visage complètement ouvert, au point que je sentais le vent s'engouffrer dans ma joue. Et vu l'état dans lequel lui était, je ne pouvais pas cacher l'expression de mes yeux en regardant son ventre broyé. Il le savait. Il hocha faiblement la tête et serra ma main, et je tins la sienne, jusqu'à ce qu'elle glisse hors de la mienne. Jay s'approcha, sa respiration tremblante, tandis que je me redressais. Nos regards convergèrent vers le cratère fumant dans le plancher, où la Kumio avait disparu. Un millénaire de violence et de tourments venait de prendre fin, au bout du canon d'une détermination humaine. « Jay ?» demandai-je, peinant à me remettre debout. « Signale-le » murmura-t-il. Je le regardais. « C'est ta mission, ta maison. Je n'allais pas lui enlever ça. Pas après tout ce qu'il avait donné. » Éperdu, je refermais lentement les yeux du vieux, alors que j'entendais Jay à travers mes peltors endommagés. Base, ici Kilo 9, Hopfort actual neutralisé, en préparation de la preuve Echo X-Ray. Je suis resté en Corée du Sud pour la cérémonie funéraire, peu après m'être fait rafistoler le visage. La perte de leur grand-père pesait lourd sur la famille de Jay, mais avec le Kumigo éliminé, cela signifiait qu'eux et leur peuple pouvaient enfin tourner la page. Peksu estime qu'environ un demi-millier de personnes ont succombé à sa vague de morts, et ce, uniquement parmi les cas confirmés. Tous ceux disparus seuls sur les sentiers, dans les rivières, que la police locale a classés sans suite. C'est un miracle qu'on ait réussi à l'abattre, après cette nuit-là. On s'est séparés. Il m'a dit que si jamais j'avais besoin de lui, il suffisait d'appeler. Dans ce métier, je risquais bien de devoir accepter cette offre un jour, et je l'ai fait, à plusieurs reprises. Je me souviens de l'appel téléphonique venu de Montgomery peu après. On m'a accordé quelques semaines de congé pour soigner mes blessures. Tu sais ce qu'on ne te dit pas sur ce genre de blessures au visage? À quel point ça brûle dans la haute atmosphère. Je sais pas si c'est à cause de l'humidité, mais le vol de retour vers les 48 États continentaux a été interminable. Côté positif, j'ai pu me détendre chez moi. Je l'avais acheté peu après mon départ de cette entreprise où je bossais avant. Mes précédentes rencontres, avant même Peksu, m'avaient rendu plus que parano vis-à-vis des forêts profondes. Et avec mes anciens employeurs toujours à l'affût pour me prendre par surprise, je savais que j'avais besoin d'un endroit calme, isolé, loin de tout. Je l'ai trouvé, avec quelques contreparties. La maison en elle-même était un ranch à 2 étages avec un grand terrain, près des Rocheuses. Simple, charmant, personne à des kilomètres à la ronde. Sauf que le premier truc étrange, c'était cette fondation en dessous, presque aussi vaste que la structure au-dessus. Et puis surtout, le fait qu'il n'y avait rien sur cet endroit. Pas de rumeurs de hantise, pas de meurtre, rien du tout.
comme s'il avait juste été déposé là, sorti de nulle part. Malgré ce que toute personne sensée aurait conseillé, je l'ai acheté, puis je l'ai rénové, fortifié avec tout un tas d'outils et équipé d'un petit arsenal pour la défendre. Certains jours sont paisibles, d'autres, beaucoup moins. Le jour de mon retour, je me souviens être arrivé sur mon Porsche en SUV. Un truc gris, étrange, était posé sur mes marches. J'ai gardé ma main crispée sur mon 9 mm en descendant de mon véhicule et en approchant. Pour des raisons évidentes ou non, une grande partie de ma propriété est piégée avec des traquenards à ours. Petit indice, ils ne sont pas là pour les ours. Alors quand je me suis approché et que j'ai vu qu'ils étaient tous, et je dis bien tous, les 12, tordus et déformés ensemble, d'une manière physiquement impossible, sans trace de soudure et au-delà de ce que n'importe quel outil pourrait faire, et disposés de façon trop intentionnelle pour que ce soit l'œuvre d'un animal, j'ai regardé autour de moi, et j'ai remarqué que l'air était beaucoup plus vicié qu'à mon départ. Et il n'y avait pas un souffle de vent, rien du tout. Disons simplement que je me suis bien gardé de regarder par les fenêtres cette nuit-là quand j'ai entendu des grattements sur les murs de la maison. Les Grandes Plaines, l'Oklahoma et surtout les Appalaches sont des régions où il vaut mieux ne pas chercher à comprendre certaines choses. Pour un cerveau venu de Chicago comme le mien, c'était dur d'accepter que l'extérieur de ma maison soit recouvert d'entailles, trop profondes et trop hautes pour venir de coyotes locaux ou d'autres bestioles. Ou les empreintes de mains qui ont commencé à apparaître sur ma rampe d'escalier ou sur les murs de la maison, suffisamment incrustées pour qu'on les remarque. L'une d'elles était même apparue sur une de mes fenêtres. J'ai dû la remplacer entièrement. Saloperie. Mais pour l'instant, c'est une sorte de symbiose étrange. La terre s'acharne à profaner ma maison, qui n'apparaît sur aucun registre public. Et moi, obstiné, je lui rappelle que je ne partirai pas, en recouvrant et repeignant tout ce qu'elle essaie de faire. Un informateur infiltré parmi les rangs des Blackwood a réussi à faire sortir la vidéo en douce, après avoir été emmené dans un chalet perdu au cœur des forêts denses de la Nouvelle-Angleterre, dans une pièce baignée de sang, où les murs et le plancher en rondin étaient recouverts de glyphes, de cadrans solaires et d'autres symboles corrompus, au-delà de toute compréhension. Un cercle d'individus vêtus de capes blanches, portant des têtes de cerf, entourait un homme entièrement nu, hurlant alors que sa peau commençait à se fendre. Lié. As-tu déjà fait confiance à une nation ou à un dieu qui voyait ta famille et tes souvenirs comme une simple statistique? Lié. T'es-tu déjà assis dans l'obscurité à te demander pourquoi ton potentiel a été gaspillé? Lié. Entends-tu l'appel des ombres et te demandes-tu s'ils ont raison? Lié. Ils ont raison. Lié. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour toi. Lié. Il est là. Il t'attend. Rejoins-nous. Nous allons te sauver. Lié. Ouvre la porte. Lié. Ils hurlaient, tous comme des sociopathes, pendant que cet homme criait, frappant le sol à coups de poing alors que son corps saignait, que sa peau se décollait jusqu'à... Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais ce qui est sorti de lui n'était pas un homme. L'expéditeur a disparu peu après la fuite de la vidéo, et malgré tout ça, personne n'y a cru. Sauf Pexu, évidemment. Voilà contre quoi nous nous battons. Bref, c'est probablement assez pour aujourd'hui. J'entends quelque chose dehors. Je vais aller m'en occuper. Je reviendrai bientôt avec une autre mise à jour. D'ici là, prenez soin de vous.